Et maintenant, l'invité de la matinale, l'ancien ambassadeur de France en Allemagne, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, avant de rejoindre l'ambassade de France à Washington. Il publie Sherpa aux éditions Talendier. Et si quelqu'un peut nous dire où Donald Trump emmène les relations internationales un an après son retour à la Maison-Blanche, c'est bien ce grand serviteur de la France. Philippe Etienne, bonjour. Bonjour. J'ai omis en vous présentant, vous avez un CV long comme le bras, mais j'ai oublié quelque chose d'important, puisque vous avez présidé les commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France en 2024 et 2025. En clair, il a été question à cette occasion de célébrer les alliés de toute une époque, d'une époque où les Américains nous protégeaient. Et vous avez été dans cette, si j'ose dire, nostalgie et en même temps confronté au rôle des États-Unis qui ont bien changé depuis 1945. Est-ce que vous avez le vertige, Philippe Etienne ? Alors, nostalgie, quand on parle des événements il y a 80 ans, pas seulement, parce que à l'époque, c'est notre libération, mais c'est aussi la restauration de notre démocratie, de notre République. Ce sont des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui. Et on les retrouve à la fois au plan intérieur, à cause de l'état de notre société et de nos démocraties occidentales, mais aussi, effectivement, au plan international. Et rencontrer ces vétérans américains, comme on dit, ces personnes de plus de 100 ans qui sont encore là, et me dire qu'ils ont libéré la France avec nos résistants, avec d'autres, c'était très impressionnant, effectivement. Et cela montre dans la durée ce que représente cette relation transatlantique. Mais vous avez raison, il y a la durée, il y a les choses qu'on aimerait préserver, et puis il y a ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, c'est, je crois, un moment aussi très important pour notre histoire et pour les Européens. Parce que nous sommes devant une réalité qui est que le monde a changé et que nous, les Européens, nous devons davantage nous prendre en charge. C'est la conclusion de votre livre, d'ailleurs. La conclusion dit l'Europe a un rôle à jouer. Et vous êtes optimiste, on y reviendra. Avant cela, ça fait un an que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et vous parliez du temps long, et je voudrais vous parler de la vitesse. Donald Trump roule en Ferrari. Le Quai d'Orsay français est un paquebot avec une politique qui s'inscrit dans le temps long parce qu'on ne construit rien dans l'immédiateté. N'empêche, Donald Trump impose à la diplomatie un rythme nouveau. Comment cette diplomatie peut-elle s'adapter quand il y a un dossier tous les jours ? Toutes les heures, l'augmentation des droits de douane aux États-Unis sur le champagne et les vins, 200%, décision ou annoncée de Trump aujourd'hui, Conseil de la paix hier, avec l'espèce d'organisation parallèle à l'ONU, la veille, le Groenland, l'avant-veille, le Venezuela. Que peut la diplomatie face à un tel fonceur ? Alors d'abord, je crois qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, qu'il y a là une technique de communication, une technique d'occupation, de saturation. Non seulement on a le président des États-Unis, ce qui n'est pas rien, mais en plus on a quelqu'un qui en effet prend des initiatives, fait des déclarations à toute heure du jour et pour nous de la nuit avec les décalages horaires. Et donc la première chose à faire, et on l'avait déjà ça un peu, mais beaucoup moins bien sûr avec les tweets du premier mandat, c'est nous de rester sur notre chemin, de regarder les constantes, comme celle que je rappelais tout à l'heure, sur l'importance pour les Européens de se prendre en charge. La deuxième chose à faire, c'est quand même de s'adapter. Alors, je ne suis plus au Quai d'Orsay, donc je vais être d'autant plus à l'aise pour le défendre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais désormais, au niveau de la communication, c'est le sens de votre question, il y a quand même une stratégie de réponse beaucoup plus rapide. À l'heure des réseaux sociaux, il faut s'adapter. Donc voilà, les deux réponses pour moi, c'est s'adapter, y compris et notamment en communication, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser emporter, mais aussi quand même savoir sur le fond des choses, choisir son cours et y rester. Alors, vous distinguez la communication de la diplomatie et des faits. Non, la communication fait partie de la diplomatie. Elle fait partie de la diplomatie, mais quand on a quelqu'un qui dit moi je vais récupérer le Groenland, que vous le vouliez ou non, il est dans la communication ou il est dans des intentions fermes, parce que c'est pas un tweet et une réponse à un tweet qui vont l'emmener
l'en empêcher. Mais bien sûr, non, bien sûr, les deux sont liés. Encore une fois, la communication dans notre monde, c'est une partie très importante de la diplomatie et de la politique. Et donc, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord évaluer effectivement le sens de ce qui est dit. Le Groenland, je ne veux pas tout ramener à l'expérience que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, mais il parlait déjà du Groenland dans son premier mandat. La différence avec le deuxième mandat, c'est que maintenant, il veut vraiment, le président Trump n'a plus de contraintes dans son entourage. Il est même plutôt encouragé à aller de l'avant par ce nouvel entourage. Et donc, en tout cas par certains. Et donc, il faut que nous prenions au sérieux ce qu'il dit, mais en même temps que nous évaluions ce qui, dans la manière dont il le dit, relève de la tactique, de l'intimidation et comment on peut arriver à un résultat commun, si on peut arriver à un résultat commun, ou si nous devons, nous aussi, répondre par nos propres instruments. C'est toute la question du débat actuel entre les Européens sur comment répondre aux dernières déclarations très fortes, je vais dire, du président Trump. Philippe Etienne est l'invité de la matinale. Il a été le principal conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il a été ambassadeur à Washington et à Berlin. La rationalité, la patience, le sang-froid, c'est ce que je vois en face de moi en ce moment. Mais comment agit-on face à quelqu'un qui n'est pas nécessairement rationnel dans sa prise de décision? Alors, je dirais aussi la détermination. Détermination et la persistance dans ses objectifs. Donc, moi, d'après mon expérience, je crois qu'on réagit en maintenant le dialogue, en expliquant ce qu'on propose nous-mêmes, mais face à ce comportement qui, j'ai utilisé le mot intimidation, le mot coercition n'est pas, dans ce cas, abusif, je crois. Il faut aussi dire calmement ce que l'on est prêt à faire pour se défendre, pour défendre ses intérêts. Quand le principal argument diplomatique d'un pays, c'est l'augmentation de ses droits de douane, par exemple. On l'a vu ce matin, j'augmente de 200% les taxes sur les vins et spiritueux, ce qui complète ce qui s'est décidé cet été avec des tarifs augmentés de 15%. Est-ce qu'il y a une réponse diplomatique à ça? Une fois que quelqu'un a dit c'est plus de 200%, la diplomatie ou la discussion a-t-elle encore un sens? Alors d'abord, il faut savoir que les droits de douane, c'est l'arme préférée du président Trump, mais c'est une arme un peu fragile. Elle est fragile à deux égards. Les effets sur l'économie américaine elle-même, parce que même les Américains eux-mêmes peuvent commencer à avoir quelques doutes sur ce que cela veut dire pour eux. Et puis, la solidité juridique. La Cour suprême des États-Unis est en train de regarder et pourrait donner sa décision dans les prochains jours si c'est conforme, si la base juridique prise par le président Trump sur les pouvoirs d'urgence en temps de paix permet de prendre ce genre de mesures. De notre côté, on a vécu ces épisodes de droits de douane récemment et lors du premier mandat. Je pense que il faut précisément rester calme, mais aussi, dans ce cas-là, dire ce que nous ferons. Ce que nous ferons. D'autres pays l'ont fait l'année dernière, l'ont fait avec succès. Ces droits de douane de 200%, ça n'a pas d'autre sens que de fermer le marché, tout simplement. Donc, est-ce que, comme nous l'avions fait d'ailleurs sous le premier mandat, où il y avait des menaces de droits de douane, certaines d'ailleurs mises en œuvre, et des réponses de l'Union européenne, mais à des niveaux plus faibles, nous ne devons pas tout simplement dire, si vous mettez des droits de douane sur ces produits, malheureusement, nous sommes amenés à considérer des droits de douane sur tel autre produit ou à utiliser un règlement que nous avons dans nos tiroirs, que nous avons adopté, qui est le règlement anti-coercition. Mais encore une fois, en disant très calmement que ce n'est absolument pas notre intérêt, que nous ne voulons pas le faire et que nous proposons tout simplement d'abord d'en parler. Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est le titre de votre livre, Philippe Etienne, monsieur l'ambassadeur de France. Vous y racontez votre quotidien d'ambassadeur en ambassade et puis surtout aux côtés du président de la République. J'aimerais que vous nous placiez en situation ultra confidentielle quand un événement international arrive et que vous êtes consulté par le président de la République. Ça peut être l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça peut être
être la réception de Vladimir Poutine à Versailles. Vous avez organisé ça au début du mandat d'Emmanuel Macron. Comment ça se passe? Quel niveau d'écoute? Quelle est votre contribution aux décisions prises par le président de la République? Et surtout, qu'avez-vous appris de sa façon d'aborder les relations internationales? Je pourrais vous citer des exemples, effectivement, que j'explique en détail dans mon livre. Par exemple, pour rester à Donald Trump, la manière dont nous avions, avec le président de la République, décidé de maintenir et même de confirmer l'invitation au 14 juillet 2017. Vous savez, après qu'il ait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, tout en résistant très fermement et en défendant l'accord de Paris sur le climat, ce qu'à l'époque nous avons fait avec succès. Mais ce qui me revient aussi à l'esprit, c'est l'attaque du dictateur syrien Assad contre sa population, où nous avons dû réagir très vite parce qu'en recevant Vladimir Poutine à Versailles, Emmanuel Macron avait rappelé que les lignes rouges devaient être défendues. Et là, on parlait de cette ligne rouge-là, l'utilisation des armes chimiques contre son propre peuple. Vous vous souvenez ce que les Américains n'avaient pas fait en 2013? Bien sûr. Et donc là, sous Barack Obama. Oui. Et donc là, nous avons fait. Et pour répondre à votre question, eh bien, il y a des concertations très, très, très immédiates. Il y a évidemment la réunion de ce qu'on appelle le Conseil de défense, mais il y a surtout, en ce qui me concernait à l'époque, des contacts pris immédiatement avec les autres pays concernés, en l'occurrence à l'époque les États-Unis et le Royaume-Uni, et le déclenchement de l'action. Comment vous définissez la diplomatie d'Emmanuel Macron? Quelles caractéristiques vous lui donneriez? C'est quelqu'un qui va au contact en particulier quand on n'est pas d'accord avec un autre dirigeant, et qui prend ce dialogue d'une manière très objective, qui ne cherche pas à montrer une espèce d'un déplaisir de principe de parler à telle ou telle personne. Non, mon interlocuteur représente tel pays, je le respecte pour ça, mais je ne suis pas d'accord, et on va tout de suite instruire le désaccord. Qu'est-ce qui est le plus simple pour les diplomates du Quai d'Orsay aujourd'hui? Comprendre Poutine ou comprendre Trump? Alors, je crois que les deux, maintenant, sont assez bien identifiés. Ce qui est peut-être plus difficile à faire avec Donald Trump, dont on comprend bien à la fois les objectifs et la manière de faire, c'est comment il va agir. Et là, quand on parle de l'imprévisibilité de Donald Trump, c'est pas tellement les lignes de fond, c'est pas tellement la méthode ou le style. On sait ce qu'il veut, mais on sait pas comment. Voilà, c'est les décisions qui décident finalement à court terme d'annoncer ou les intentions, les moyens de pression. S'agissant de Vladimir Poutine, j'allais dire, hélas, on voit très bien, parce qu'il a souvent répété qu'il n'avait pas changé ses objectifs, quelle est sa priorité, quel est son objectif, et sa priorité et son objectif en Ukraine en particulier. C'est relativement clair, ça ne veut pas dire qu'après on aurait pu prévoir tout ce qu'il a fait, bien sûr, mais enfin, le cadre de sa réflexion, de sa stratégie est relativement clair. Il a été présenté par lui-même à plusieurs reprises. Vous avez évoqué l'Europe, c'est la conclusion de votre livre. Vous dites, moi j'ai confiance en l'Europe. C'est-à-dire qu'on a fait une construction européenne, on a fait de grandes choses, évidemment la paix pendant 80 ans, mais on peut encore faire. Alors que les Français doutent, là il y a un sondage qui est paru aujourd'hui, les Français sur la politique étrangère sont très angoissés, ils sont angoissés sur la place de la France dans le monde, ils sont évidemment angoissés parce qu'ils ont le sentiment que désormais l'Amérique est un ennemi, ce qui nous en fait un de plus avec la Russie. Est-ce que vous avez, vous, là, maintenant, Philippe Etienne, les mots pour les rassurer? Alors, je pense que être angoissé, en tout cas être inquiet dans le contexte actuel, c'est tout à fait compréhensible. Ce que je dis, moi, c'est que, et c'est mon expérience personnelle, ce que je raconte dans ce livre, c'est que j'ai vécu plusieurs crises, certes moins graves. Mais à l'époque, on les considérait déjà très très graves. On était parfois au bord du précipice. Par exemple, la crise financière, la crise des dettes souveraines. J'étais le représentant permanent, c'est-à-dire l'ambassadeur de la France à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Et je raconte des jours où on était au bord du précipice. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a, par la nature des choses, parce que nous sommes 27 pays, parce que c'est compliqué, nous mettons forcément un peu de temps à prendre les décisions que nous devons prendre.
Et là, nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est notre faiblesse Les d'être choses lent. s'accélèrent. C'est notre faiblesse d'être lent quand quelqu'un crée un ONU bis du jour au lendemain. Nous, on concerte, ça prend des semaines et des semaines. C'est notre faiblesse et c'est aussi, d'une certaine manière, notre force, parce que nous représentons des pays très différents, c'est vrai, mais additionnés et ensemble, nous représentons quelque chose pas seulement d'important sur le plan politique, mais même, j'allais dire, sur le plan civilisationnel. Philippe Etienne, le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est paru chez Talendier. Vous étiez au micro de Radio Classique. Nous vous remercions de vos éclairages, Merci. monsieur l'ambassadeur de France. C'est important, il y en a très peu, il faut les soigner. Ces grands serviteurs de l'État, à bientôt sur cette antenne quand vous voudrez. Et merci. Merci de votre invitation.